Ces 2000 personnes sont en train de danser, tu es responsable de ça, c'est grâce à toi, grâce à ton idée et grâce à ton travail. Et cette espèce de magie m'a beaucoup plu. Et là, j'ai mis toutes mes économies. C'est une folie. Et j'investis tout. Comme au poker, vous mettez tapis, vous mettez all-in sur un événement. Et j'ai tout perdu en une soirée. C'est l'un des métiers les plus risqués financièrement. Si vous voulez faire ce métier, il vous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je dirais pas qu'il faut être un requin, je dirais qu'il faut savoir se vendre. Hamid Dassela, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans la salle de spectacle du Cénacle à Besançon. Hamid, tu as 43 ans, tu es créateur et directeur de NG Productions, NG pour Nouvelle Génération, une entreprise qui depuis 2006 produit et diffuse chaque année plus de 200 spectacles, principalement dans l'Est de la France. NG Productions, c'est ton bébé, c'est ton idée et c'est ta vie même. À côté de ça, tu as lancé le Golden Coast, le plus grand festival de rap en France, et Drôlement Bien, le plus gros festival d'humour du pays. Aujourd'hui, tout roule, ça marche, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des débuts difficiles, il y a eu des tâtonnements et des doutes. Et on te rencontre aujourd'hui pour parler, tous les deux, parler de ça. On va parler de toi, de ton parcours peu académique. Première question, un peu pour situer le cadre. Pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici au Cénacle? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors le Cénacle, c'est un théâtre que j'aime beaucoup, c'est un théâtre que je dirige depuis maintenant 10 ans. C'est un lieu, c'est un peu ma bulle d'oxygène, c'est un lieu dans lequel je permets à plusieurs associations de venir jouer, s'exprimer, à plusieurs comédiens en herbe, à plusieurs artistes en herbe de venir ici tester leur nouveau spectacle. Et donc c'est un petit peu le lieu qui me rapproche le plus de la scène, puisqu'on est vraiment au commencement de plusieurs spectacles, enfin de plusieurs projets pour certains artistes. Et donc on a le côté brut ici qui se joue et je trouve ça hyper intéressant. Ouais, tu l'as dit, aujourd'hui tu gères entre autres ce théâtre. Est-ce que c'est un peu une idée de profession qu'on se fait quand on est enfant? Pas du tout. Alors c'est un métier qui est très peu connu, la production de spectacles, mais je me suis retrouvé dans ce métier un peu comme par hasard. Quand j'étais petit, j'envisageais de faire plusieurs métiers. Je crois que celui qui me tenait le plus à cœur, c'était avocat. Donc ouais, rien à voir avec ça. Ouais. Bah justement, la petite transition pour parler justement de ton enfance. Tu es né à Bastia en 1981, oui. D'un papa algérien et d'une mère qui venait de Dole, je crois, dans le Jura. Oui. Tu n'es pas resté longtemps en Corse, hein. Tu es vite revenu ici à Dole. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où tu as grandi et quel genre d'enfant tu étais? Alors, je suis arrivé tout petit à Dole, dans le Jura. J'ai grandi, j'ai vécu les plus belles années de ma vie dans une cité qui s'appelait la cité Saint-Germain. C'était un quartier populaire, un quartier qui a vu naître beaucoup de jeunes comme moi, issus de l'immigration, des Français d'origine, mais issus de l'immigration. C'était un peu chaud comme quartier. Mais en même temps, c'était un quartier qui était plein de vie. Je vous dis, paradoxalement, j'ai vécu les plus belles années de ma vie là-bas. Okay. Et donc, à l'adolescence, mes parents ont décidé de déménager. Et peu de temps après, le quartier a été rasé dans son intégralité quasiment, parce que justement, il était assez dangereux. Quel genre d'élève t'étais? Je crois qu'au collège, ça se passait bien, et il y a eu au lycée un peu moins. Explique-moi. Alors oui, effectivement, ça se passait bien au collège. J'étais pas l'élève le plus brillant, mais j'étais un élève moyen. À l'issue de la troisième, j'ai malheureusement été orienté à l'insu de mon plein gré. Et je me suis retrouvé dans une filière professionnelle qui ne me correspondait absolument pas. Donc j'ai excellé dans les matières générales. Par contre, la partie professionnelle, ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'y allais à reculons. Et ça s'est très mal passé. Et donc du coup, j'ai été viré de l'école. Ouais. Voilà. Avant donc 18 ans, voilà. On se retrouve sans travail, sans diplôme. Et niveau familial, on nous dit un peu, faut s'y remettre, quoi. Effectivement, donc mon père qui était un travailleur né, parce que dès l'âge de 14 ans, il a travaillé, mon père. Donc sa vie, il a consacré au travail. Les valeurs familiales, c'était le travail, le respect d'autrui. Et j'ai été élevé à la dure, hein, très très dure même. Et donc quand mon père a appris que j'étais viré de l'école, ça a été un choc pour lui. Et il m'en a énormément voulu. Et il m'a dit, écoute, tu as une semaine pour trouver du travail, sinon je te mets à la porte. Donc j'ai dû chercher, faire les boîtes intérim plusieurs fois par jour, tous les jours, mais plusieurs fois par jour, jusqu'à harceler les boîtes d'intérim, parce que j'avais dans ma tête l'espèce de compte à rebours qui était lancé en me disant si dans moins d'une semaine j'ai pas trouvé du travail, je suis à la rue, quoi. La valise elle est là. Ouais. Voilà. Et vraiment le dernier jour, mais vraiment sur le fil, j'ai trouvé du boulot et je me suis retrouvé en intérim pendant 2 ou 3 ans à faire des petits boulots ici et là, ouais, dans différentes entreprises. Ça te correspondait pas vraiment.
quand on est un jeune, on vient d'avoir 18 ans, on voit aussi ses amis, sans doute certains réussir. Ouais. Comment on est au niveau mental? Est-ce qu'on doute? Est-ce qu'on se dit, moi aussi, il faut que je m'accroche, je vais trouver ma voie? Je ne pouvais pas rester à ce niveau et me dire, bah voilà, ma vie, c'est l'usine. C'était pas possible pour moi. Je voyais mes amis faire des études à la fac à Besançon. Et donc, je me suis retrouvé tout seul à Dole. Et je me suis dit, bah, tu vas arrêter l'usine et tu vas reprendre tes études à Besançon. Donc, tu retrouveras tes amis, ma copine de l'époque, et tu vas t'élever intellectuellement, quoi. C'est ce que j'ai fait. Il y a eu un déclic dans ton arrêt, justement, ta décision de te dire, là, j'arrête l'usine? Oui, il y a eu plusieurs déclics. Je me souviens, c'était en 2001. C'était pendant les attentats du 11 septembre. J'étais arrivé dans l'usine dans laquelle je travaillais et je sentais qu'il y avait déjà beaucoup de regards un peu malveillants à mon égard. Déjà à la base, je me sentais pas à ma place. Déjà, je mangeais pas avec tout le monde, j'étais dans mon coin. Et jusqu'à ce que j'entendais des propos un peu racistes autour de moi. Et quand je suis arrivé un matin devant mon casier, j'avais vu une croix gammée sur mon casier. Et là, je me suis dit, bon, tu peux plus continuer comme ça. Ça a été très douloureux pour moi à ce moment-là. Et j'ai décidé de partir en me disant, bah voilà, c'est pas fait pour moi, c'est un signe, il faut partir, quoi. Donc tu reprends des études d'immobilier, mais on n'a pas encore l'art, on n'a pas encore la musique, ou tu t'es déjà un peu dans l'artistique? Alors c'est vrai qu'à 18 ans déjà, 17-18 ans, j'étais pris de passion par le côté musical. J'étais DJ à l'époque, DJ techno et électro, et avec mon association, on organisait à Dole plusieurs soirées techno dans des endroits un petit peu insolites. Donc l'idée, c'était de trouver vraiment les endroits insolites, un parking, une cour de collège, un endroit qui ressemblait un petit peu à une grotte, et ainsi de suite. Donc on faisait des grosses soirées techno qui étaient totalement gratuites, et donc on se faisait avancer par un commerçant du coin, des boissons et tout ça. Et donc, on a réussi à gagner beaucoup d'argent à cette époque-là via mon association. Et cet argent, on l'a donné à une association qui était souvent Action contre la faim, ou le Secours populaire, ou la Croix-Rouge. Et j'adorais cette idée d'organiser un événement dans un lieu improbable, de faire venir 1000-2000 personnes, et me dire, bah voilà, cette satisfaction de se dire, bah, ces 2000 personnes sont en train de danser, tu es responsable de ça, c'est grâce à toi, grâce à ton idée et grâce à ton travail. Et cette espèce de magie m'a beaucoup plu et je l'avais gardé en tête, quoi. Donc on arrive au déclic. 2006, année importante parce que tu quittes ou cette association que tu as avec des copains explose un peu. Oui. Tu décides de fonder NG Productions en 2006. C'était quoi ton quotidien à l'époque? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? On essaye de voir un peu des artistes. Comment on est jeune, on vient d'arriver dans le milieu. Comment on essaye de booker des dates, d'essayer de nouer des relations? Comment tu fonctionnes à l'époque, alors que tu n'étais pas encore connu sur la scène artistique locale? Alors, il faut beaucoup d'insouciance. Il ne faut pas se poser de questions. Et il faut y aller. Voilà. Il y a plusieurs théories. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles montent un projet, elles réfléchissent beaucoup trop longtemps. Et à force de réfléchir, si vous voulez, le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, en fait, on laisse tomber. Moi, je savais que je voulais faire ça. Donc je me suis dit, pas de doute, j'y vais. Tête baissée. Avec cette insouciance qui m'a coûté physiquement, psychologiquement et financièrement. Mais ça a été un formidable risque, puisque le premier concert que j'ai organisé, si vous voulez, j'ai contacté les artistes via Internet. Ce que j'allais dire concrètement, comment tu as fait pour déjà avoir une salle et pour programmer les artistes alors qu'ils ne te connaissaient pas? Bon, déjà, j'ai monté mon entreprise. Ouais. J'ai monté la structure juridique. Une fois qu'elle a été montée, je me suis dit, bon, il faut que j'organise mon premier concert. Quel groupe j'aimerais faire? J'ai contacté le groupe en question. Je suis tombé sur l'agent qui m'a dit, voilà, on ne vous connaît pas, ainsi de suite, mais on vous fait confiance. En vous faisant confiance, par contre, il faut apporter des garanties financières. Et là, j'ai mis toutes mes économies. C'est une folie. C'est-à-dire que vous travaillez toute votre vie, vous économisez toute votre vie. On parle d'une vie, hein. Bon, à l'époque, j'avais 25 ans. C'est pas une grande vie, hein, mais c'est quand même 25 ans d'économie. Et tout ce que j'avais mis de côté, tout ce que mes parents ont mis de côté. Et j'investis tout. Comme au poker, vous mettez tapis, vous mettez all-in sur un événement. Et j'ai tout perdu en une soirée. C'était combien à peu près, si on peut dire J'ai perdu, je crois, un peu plus de 11 000 euros. Ouais. Ouais. Donc on se retrouve dans notre passion, mais on se dit à la fin du spectacle, on n'a plus rien. Bon, en fait, là, d'abord, vous passez une nuit blanche, déjà. Vous cherchez de l'oxygène. Et puis, vous avez, encore une fois, deux solutions. Soit vous arrêtez, soit vous continuez. Et j'ai décidé de continuer. Ouais, avec votre maman, je crois qu'il vous a dit ce n'est que de l'argent, tu vas te refaire. Alors, effectivement, ma mère, c'est la personne la plus forte que je connais sur cette terre.
Elle a été extrêmement déterminante dans ma réussite. Elle a été, extraordinaire. C'est-à-dire que ma mère qui avait tendance à me gronder régulièrement, là, j'ai découvert une autre personne. Avec toute la bienveillance, elle m'a dit, écoute, c'est pas grave, c'est que de l'argent. Si tu y crois, bah vas-y. Après, si tu veux arrêter, c'est pas grave. Tu te referas autrement, mais si tu y crois, vas-y. Et c'est là que je me suis dit, faut y aller, quoi. Et comment, après une claque comme ça, parce que c'est quand même une claque, c'est notre premier concert, on est jeune, on va dire, pas des illusions un peu brisées, mais il faut quand même se remettre. Comment on rebondit? C'est toujours avoir foi en soi-même? Exactement. Ouais. En fait, c'est ce que je dis souvent, quand on croit en un projet, quand on croit en quelque chose, naturellement, les amis, la famille vont pas vous décourager, mais ils vont toujours avoir cette espèce de bienveillance, surprotection, qui va instaurer le doute en vous. Si vous êtes sûr de vous, au plus profond de vous-même, il faut y aller. Il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller. Et moi, je savais que ça marcherait. Il y avait au fond de moi une espèce de voix, une espèce de force qui me disait, vas-y, tu vas te planter encore et encore et encore, mais ça marchera. Bon, ça a mis beaucoup de temps avant que ça marche, hein. Ouais. Beaucoup d'années. Hein. Parce qu'on va un peu avancer. Deuxième spectacle, 4 500 € de pertes à peu près. Ouais. Donc toujours des pertes importantes. Ouais. Et enfin, troisième spectacle. Je perds encore. Vous perdez encore. Ouais. Et il y a un spectacle où il y a des petits bénéfices, mais c'est très important psychologiquement, c'est ça? Exactement. Donc en fait, j'ai perdu toutes mes économies. Ensuite, j'ai réemprunté de l'argent à ma famille. J'ai perdu cet argent-là, donc il a fallu les rembourser. Ensuite, troisième spectacle, j'ai réemprunté l'argent à des copains. J'ai perdu cet argent-là, il a fallu rembourser. Il y avait des dettes qui s'accumulaient. Donc là, il y a deux solutions. Soit je quitte la France, je disparais, soit je décide de rembourser tout le monde. Et j'étais endetté à mort, quoi. C'était une folie. Hein. Je me suis dit, ouais, comment je vais faire? Et je me suis dit, foutu pour foutu, c'est pas grave, on ira jusqu'au bout. Et le quatrième spectacle, j'ai gagné 500 €, je crois. À peu près 500 €. Et en fait, ces 500 € là, symboliquement, ils avaient, ça représentait rien par rapport aux dizaines de milliers d'euros que j'avais perdus auparavant, mais symboliquement, ils avaient une force inouïe, c'est qu'ils m'ont fait dire, ça y est, ça a marché, tu as réussi enfin à gagner de l'argent avec un spectacle, même si c'était symbolique, même si c'était 1 € ou 2 €, le fait d'avoir été en positif, bah, ça a créé quelque chose, ça a créé un électrochoc en moi qui m'a encore poussé derrière à aller jusqu'au bout. Ouais. On va dire que les premiers jalons étaient posés. Tu te prouves aussi à toi-même que tu peux réussir et être en bénéfice. Quel plan t'as mis en marche ensuite pour grandir? Parce qu'on le rappelle, à l'époque, tu étais toujours solo. Ouais. Comment tu as réussi à percer petit à petit dans ce milieu artistique? Est-ce que c'est par la diversification des activités? En plus de la musique, on se tourne peut-être vers l'humour. Explique-nous un peu comment tu as gravi ces échelons. Déjà, il faut être extrêmement patient. Parce que là, on dit qu'au bout du 3e, 4e spectacle, j'ai gagné 500 €. Mais attention, pendant 4 ou 5 ans, je dis bien pendant 4 ou 5 ans, je n'avais aucun salaire. Les 2 premières années, j'avais le droit à une aide. C'est-à-dire que mon chômage me permettait de vivre les 2 premières années. N+3, N+4, N+5, j'avais 0 € de salaire. Donc j'ai vécu quasiment pendant 5 ans, vraiment avec quasiment rien. Et pendant 3 ans, où j'ai vécu vraiment comme un pauvre. Enfin, je le dis aujourd'hui, certains de ma famille n'étaient pas encore au courant à l'époque, mais j'ai vraiment vécu comme un pauvre. C'est-à-dire que j'avais rien. J'avais même pas le droit à des aides de l'État parce que j'avais un âge où j'étais pas assez âgé pour avoir telle aide et pas assez si. Donc c'était vraiment un repas par jour. J'étais tout maigre et j'étais pris comme dans une espèce de folie qui me disait mais en fait c'est fou. Tu vois que ça ne marche pas. Tu as gagné certes un petit peu d'argent, mais tu vois que le modèle économique il n'est pas viable. Tu vas pas t'en sortir. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es comme ça. Jusqu'à quand tu vas aller et c'est jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Et ça en 2009 à peu près, 2009-2010, que ça commençait un peu marcher. Et c'est seulement en 2010-2011 que ça a explosé. Et pourquoi tu avais changé que des choses ou... En fait, il y a eu un concours de circonstances, un alignement des planètes qui font que après 5 ans de travail acharné, à travailler 10 heures par jour tous les jours, les producteurs ont commencé à dire bon bah celui-là il a vraiment envie et puis il n'est pas comme tout le monde, donc on va lui faire confiance davantage, il travaille bien et puis à l'époque il y avait 2 autres structures qui faisaient le même métier que moi qui avaient arrêté, donc ça m'a laissé un peu plus de place et
Et par la chance, le travail et tout ça, ça fait que ça a explosé, quoi. D'année en année, la boîte NG Productions grandit. Ouais. Tu programmes de plus en plus de spectacles. Tu embauches des personnes. Oui. Tu vas chercher des artistes aussi reconnus internationalement. On se dit, c'est quand même un métier un peu mystifié, production et diffusion de spectacles. Aujourd'hui, avec le statut que tu as avec NG Productions, quel est ton quotidien? Mon quotidien, c'est à peu près 9 à 10 heures, 12 heures de travail par jour. C'est énormément d'administratif. Effectivement, on a mystifié ce métier qui a été comme ça dans les années 50, 60, 70, 80, 90. Mais à partir des années 2000, il s'est professionnalisé davantage, informatisé également. Donc aujourd'hui, on n'est plus comme à l'époque où on passait des coups de téléphone, on arrivait, ça faisait la fête. Après, ça l'est encore un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a toujours des afters, ça peut arriver également, mais c'est surtout un métier d'administration, de production. C'est beaucoup de tableaux Excel, beaucoup de réseaux sociaux et beaucoup de comptabilité, entre guillemets, quoi. On est loin du cliché du producteur. Moi, j'ai jamais connu ça, hein, le producteur. Je prends souvent cet exemple-là, qui me fait sourire. Manteau aux fourrures, cigare, accompagné de jolies filles, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est vraiment de l'administration, de la comptabilité, de la billetterie, de la fiscalité également, des tableaux Excel, des mails, des dizaines et des dizaines de mails par jour. Et puis, surtout, de la communication pour faire connaître au public les événements qui aura lieu le prochain mois. Peut-être du repérage aussi d'artistes. Oui. Ouais, ça aussi, faut être curieux. C'est fondamental. Il faut avoir une culture artistique assez développée et il faut être très curieux. Culture musicale importante également. Et c'est notre métier. Donc moi, j'ai la chance et j'ai le plaisir à connaître, avoir une culture musicale artistique assez importante. C'est un peu comme un sommelier qui va connaître tous les vins du monde. Nous, c'est un peu pareil. On est censé connaître un peu tous les styles artistiques, tous les artistes et ainsi de suite. Et dans toutes ces activités, on suppose qu'il y a des grosses sommes en jeu, oui. En plus quand tu grandis. Donc un métier où il y a beaucoup de stress aussi. Oui, c'est du stress, beaucoup de stress. C'est beaucoup trop de stress, malheureusement. Beaucoup trop de stress parce que, effectivement, c'est ce que je dis, c'est l'un des métiers les plus risqués financièrement. Si vous voulez faire ce métier, il vous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et il ne faut pas avoir peur de perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Si vous avez peur de perdre de l'argent, c'est pas la peine d'y aller. Ne faites pas ce métier-là parce que vous allez en perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Premièrement. Deuxièmement, il faut avoir un rapport à l'argent qui est différent du quotidien. C'est-à-dire qu'il faut se dire, l'argent, c'est un outil. Il ne faut pas se dire, ça fait partie de l'entreprise, c'est un outil. Sinon, vous êtes prisonnier vous êtes pris dans un piège qui fait que vous travaillez de manière un petit peu différente et pas comme il le faut pour faire ce métier. C'est un métier qui est très risqué parce que en fait, vous investissez beaucoup d'argent sur un événement qui aura lieu à un instant T. On ne maîtrise pas tout ce qui est autour. Ouais. Absolument. C'est-à-dire qu'il supposait qu'à l'issue de notre entretien, je vais programmer un spectacle, je dis en mai 2025, je dis n'importe quoi, le 14 mai 2025, je verse la compte, je paye l'artiste, je loue la salle, je paye tout le monde, et ainsi de suite. Et on communique, on met en place la billetterie, voilà. On communique sur les réseaux sociaux, sur les affiches. Vous êtes en voiture, vous roulez, vous voyez l'affiche, tiens, il y a tel artiste qui passe, vous achetez votre place, et ainsi de suite. Nous, notre modèle économique repose sur la billetterie. Supposez que le spectacle la production me coûte 50 000 €. Si la salle fait 2000 places, voilà, et que je mets le prix des places à 30 €. Si je fais complet 2000 places à 30 €, ça fait 60 000 € de recettes. Le spectacle m'a coûté 50 000 en tout et pour tout, la salle, la technique, tout ça, je gagne 10 000. Voilà, je gagne 10 000 € par exemple. Mais supposez que je fasse que 1000 personnes au lieu de 2000, parce qu'il n'y a pas assez de monde, parce que les gens achètent au dernier moment, parce que les gens ne viennent pas parce qu'il fait trop froid, ou parce qu'il y a un match de foot à la télé. Si je fais 1000 personnes à 30 €, ça fait 30 000 €. J'ai dépensé 50, je perds 20 000. Oui. Donc mon métier, c'est ça. Je gagne, je perds, je gagne, je perds, je gagne, je perds. Pendant des mois, je peux perdre beaucoup d'argent. Et puis, pendant quelques mois, je peux en gagner beaucoup. Puis à la fin, ça s'équilibre. On gagne un peu, on perd un peu. Et voilà. Tu es passé aussi de toi, qui faisais tout seul, à une équipe. Oui. Je suppose que ça t'a aussi permis de te décharger de certaines choses. Il faut aussi apprendre à bosser en équipe. Oui. Ouais. Alors, c'était une chance. Je dois beaucoup à mon équipe.
aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire. Moi, j'ai commencé, je faisais tout seul. Donc, ce qui est bien, c'est que je connais les difficultés que mes collègues peuvent avoir aujourd'hui parce que ce qu'ils font aujourd'hui, je l'ai fait. Et donc, l'envol de NG Production, ça a été effectivement grâce à mes équipes. Tous mes salariés, ceux avec qui je travaille actuellement et ceux avec qui j'ai travaillé à l'époque, ils ont tous contribué au succès de la boîte par leur engagement, par leur professionnalisme. Je les ai formés et ils ont été extrêmement brillants et investis, et ça a permis à l'entreprise de prospérer, et ça franchement je leur dois beaucoup et je ne les remercierai jamais assez. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des difficultés et des tâtonnements, mais tu l'as dit, il y a eu à partir de 2009 une progression assez linéaire. Depuis le début on parle d'opportunités, aussi de forte gestion d'argent. Est-ce que dans ce métier il faut pas un peu être, ça peut faire cliché, mais un requin, il ne faut pas un peu mettre ses états d'âme de côté pour prendre les opportunités? Même personnellement, est-ce qu'au niveau de ta personnalité ça a changé? Je dirais pas qu'il faut être un requin, je dirais qu'il faut savoir se vendre. C'est différent. Il faut se vendre, il faut se battre pour pas se faire avoir, pour pas se faire voler des affaires et ainsi de suite. Et puis surtout, il faut aussi savoir dire non quand le projet n'est pas intéressant. Il ne faut pas avoir peur de dire non, parce que l'idée n'est pas non plus de faire couler la boîte sur des projets qui ne sont pas du tout intéressants. Donc non, il faut savoir être sérieux, honnête et travailleur. Quand vous êtes sérieux, honnête et travailleur, bah, le karma, le fait qu'encore une fois, le karma, et puis le fait que vous êtes hyper pro, hyper gentil, bah, ça fait que ça marche pour vous. Quand vous êtes dans le flou, tôt ou tard, ça finit par vous retomber dessus, quoi. Donc il faut éviter. Moi, c'est pas ma politique en tout cas. Dans ton métier, on a parlé de tous les à côté, mais il y a aussi les artistes. Les artistes, est-ce que depuis 2006, tu as forcément peut-être une anecdote insolite à nous partager, quelque chose qui t'a marqué? J'en ai énormément. Si tu dois en citer une. Franchement, j'en ai plein. Mais celle qui me vient, c'était... j'ai changé de voiture à cause de ça. J'avais une voiture à l'époque, et mes filles aiment bien les Babybel. Voilà. Et à l'arrière de ma 308, à l'époque j'avais une 308, elle faisait tomber des bonbons, des Babybel, des choses comme ça à l'arrière. Et un soir, je récupère Julien Clerc, le chanteur Julien Clerc, et je nettoie ma voiture, mais comme il faisait sombre, j'avais pas vu qu'il y avait un morceau de Babybel qui était sur les sièges arrière. Et il y a Julien Clerc qui s'assoit avec un pantalon blanc. Et en sortant de sa voiture, il marche, et je le vois marcher, puis je vois une grosse tache rouge. Et je lui dis, attends, mais t'as une tache rouge sur ton pantalon? Il me dit, ah bon, j'ai pas fait gaffe. Et là, en m'approchant, je me dis, mais quel con, c'est le Babybel de ta fille. Et je l'ai enlevé comme ça, et je lui ai pas dit que c'était Vous le changement de voiture après? Après, j'ai changé de voiture, ouais. Après, j'ai changé de voiture parce que j'ai considéré que je ne pouvais pas prendre ma voiture personnelle, qui était une 308 avec les sièges enfants derrière, et qu'il me fallait une voiture plus agréable pour les artistes, quoi. Donc ça va, c'était pas quand même un moment, parce qu'on entend souvent des anecdotes de caprice, un peu de stars. Alors oui, si tu veux des anecdotes de caprice de stars, je vais pas tirer à boulet rouge sur les caprices de stars. C'est pas tant les stars en fait en soi. Avec le temps, j'ai mis du temps à comprendre ça. C'est pas tant les stars eux-mêmes qui sont capricieux. C'est pas les artistes qui sont capricieux. C'est l'entourage de l'artiste, le producteur, le manager qui veut mettre dans les meilleures conditions son artiste. Et supposer que, par exemple, s'il dit à son artiste, bon bah voilà, tu vas partir en tournée. Qu'est-ce que t'aimerais avoir dans ta loge? Bah, si l'artiste il dit, bah je sais pas, bah j'aime bien les jus, je sais pas, j'aime bien les jus de pommes, j'aime bien les jus de poire, voilà. Bah le producteur, il va vous demander jus de pomme, jus de poire, jus de clémentine, jus de banane, jus... Ouais, c'est plus avec les équipes autour, quoi. Voilà, il va vous demander 10 jus pour être sûr que son artiste, il aura ce soir-là le jus qu'il lui faut. Mais c'est pas tant l'artiste en lui-même. Voilà, je caricature un peu, c'est un peu ça. C'est des exigences qui sont parfois des caprices, voilà, un peu comme ça. Mais c'est très important. On oublie ça, parce qu'on parle souvent des caprices de stars. Moi, j'aime pas trop ça, parce qu'on oublie que les artistes, ils sont en tournée, ils sont jamais chez eux. Ils sont dans le train, en bus, en voiture, dans des hôtels. Et à chaque fois qu'on les accueille, on doit très bien les accueillir parce qu'ils doivent se sentir bien. Et en fait, donc on répond à leurs exigences pour qu'ils se sentent le mieux possible, quoi. Un moment où tu as eu peur, où tu as vraiment stressé? Bah, y a eu mon premier concert déjà, qui a été le stress de la réussite.
Après, je reprends, c'était après les attentats du 13 novembre. Ça a été une ambiance très tendue, parce que... je parle des attentats du Bataclan, pardon. C'est ça, ouais. Les attentats du Bataclan, ça a été très tendu parce que peu de temps après, genre 1 semaine ou 2 semaines après, on avait un concert, c'était TFN. Et on se posait la question s'il fallait annuler ou pas. Et TFN et son équipe ont dit, bah voilà, la musique, la vie continue, on va maintenir. Et je me souviens que ce concert a été extraordinaire, c'était complet à Micropolis. Et il y avait une ambiance particulière, une espèce de fraternité sur scène, une fraternité avec le public. Et ça a été extrêmement émouvant. Là, j'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer? J'avais peur de l'ambiance, j'avais peur qu'il se passe autre chose. Mais finalement, au contraire, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Zéro regret, ouais. Professionnel, ouais. L'artiste dont tu as été le plus fier, avec qui tu as collaboré? Il y a énormément d'artistes. Après, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est un ami et c'est une personnalité extraordinairement gentille, douce, bienveillante. Je parle de Soprano. Je prends souvent cet exemple-là parce que c'est un exemple de réussite, de générosité. Et sur scène, c'est extraordinaire. Donc je suis très fier de travailler avec lui, d'avoir travaillé avec lui. Mais il y en a plein d'autres encore. Il y a des artistes encore plus connus que lui, plus importants que lui. Je prends l'exemple d'Elton John qu'on a programmé au Zénith de Dijon, qui est une star mondiale. On a programmé Sting également. Je prends ces artistes-là qui sont des stars mondiales, mais Soprano, ça reste spécial. C'est spécial parce qu'il y a cette amitié et surtout artistiquement, cette générosité. Lui, je veux dire, sur scène, il est comme dans la vie. Okay. Et comme dans la vie, il est sur scène comme dans la vie. C'est quelqu'un qui est entier. Et c'est une vraie fierté de travailler avec lui. À côté de ça, tu as aussi été manager d'artistes. Il y a des liens qui se nouent dans ton métier avec les artistes. Avant ces démêlés avec la justice, tu t'es occupé de la carrière de Moa Lasquale. Justement, comment on fait pour, comme là, quand il y a des affaires, ne pas trop vivre ça pour soi? Alors moi, j'ai découvert ce garçon qui n'était pas connu. Je l'ai signé comme manager. Et ensuite, je l'ai produit. J'ai développé sa carrière. Je l'ai aidé à propulser sa carrière. Donc je suis, entre guillemets, derrière le succès je suis derrière sa réussite, entre guillemets. Mais j'ai arrêté de travailler avec lui parce qu'à un moment donné, on n'était pas d'accord. Il y a eu des désaccords, notamment sur son attitude. Et ça me peine beaucoup parce que c'est un garçon très fragile, qui a une histoire de vie terrible. Et puis qui a eu par la suite un comportement que je condamne fermement. Et j'ai eu le bon réflexe d'arrêter au bon moment. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté, les affaires sont arrivées l'année suivante. Donc voilà. Et je suis très content de ne pas avoir vécu, de ne pas avoir été mêlé de près ou de loin à ces histoires. Ouais. Donc on a parlé d'NG Productions, mon activité de manager aussi d'artistes. Mais tu as aussi lancé différents festivals. Le festival Golden Coast, première édition il y a quelques mois derrière, à Dijon, plus grand festival de rap en France. Le festival Drôlement Bien, ça c'est l'humour. À Besançon pour la 3e édition aussi dans quelques semaines. Pourquoi ce besoin de toujours faire des choses différentes? Tu as un peu un côté hyperactif quand on t'entend. Oui, alors le Festival Golden Coast, c'est un groupement d'associés, je ne suis pas tout seul. On est plusieurs à travailler dessus. Avec mes associés, on a travaillé sur le projet pendant un peu plus de 3 ans. C'est une grande fierté. De même que le Festival Drôlement Bien. Alors j'ai peut-être ce côté un petit peu hyperactif, pardon. Et je ne sais pas si je suis hyperactif, mais en tout cas, j'ai une espèce de... J'ai toujours cette envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire quelque chose tous les jours. J'ai tous les jours des nouveaux projets que je mets de côté. Et puis dès que j'ai une fenêtre de tir, je travaille sur ces projets-là. Par exemple, j'ai 2 projets qui sont assez importants, sur lesquels je travaille en secret. Même mon équipe n'est pas au courant. On va rien savoir là. Voilà, même mon équipe n'est pas au courant. Bon, je pense qu'ils vont tirer la tête, mais bon, voilà, j'essaie toujours de faire ça, de gérer ça, comme je le dis, en bon père de famille, c'est-à-dire... L'idée, c'est de ne pas mettre une surcharge de travail davantage aux équipes. Quand il y a une surcharge de travail, j'embauche du personnel.
Donc là, pour le coup, l'équipe s'est renforcée parce qu'effectivement, il y avait beaucoup trop de travail. Ouais. Et si je venais à relancer mes autres projets, j'embaucherais encore à nouveau. Parce qu'on peut se dire, même pour ta vie personnelle, tu as parlé de tes filles dans une anecdote avant, ça te laisse, t'as le temps pour toi ou c'est compliqué? Ça, c'est l'échec. Alors, ça, c'est dur d'en parler parce que c'est sûr que ce qui compte le plus pour moi, effectivement, c'est ma famille. C'est la chose la plus importante pour moi. Et dans l'attitude que j'ai, je considère que je ne suis pas forcément celui qui réagit comme le papa qui est présent, et ainsi de suite. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Moi, je travaille dur, entre guillemets, pour ma famille au sens large, et qui ne me demande pas de travailler autant. Et le grand défaut que j'ai, c'est que je suis appelé par le travail, happé et appelé par le travail. Et donc, je passe à côté souvent de l'essentiel. Et je sais au fond de moi que c'est une terrible erreur. Ouais. Mais j'arrive pas à faire autrement. Pour une note un peu plus positive, il y avait eu les spectacles, les concerts pour commencer. Maintenant, tu développes aussi des activités avec les humoristes, les stand-uppers, d'où le festival Drôlement Bien. Est-ce que tu crois au pouvoir du rire, de l'humour, même j'allais dire de la musique, du live, des rassemblements sur la société? Il y a aussi ça en tête quand on programme des événements? Absolument, c'est fondamental. Je crois que, au même titre que le sport, ce qui peut faire le ciment de la société, c'est la culture. Aujourd'hui, la culture, comme le sport, vous permet de mettre dans la même salle des personnes qui ont des vies totalement différentes, de classes sociales totalement différentes et d'idéologies politiques totalement différentes. Et ça, je trouve ça magnifique parce que vous pouvez rire en fraternité avec quelqu'un à côté de vous qui techniquement peut être l'opposé de vous-même en termes de classe sociale, en termes de pensée politique, en termes d'idéologie et de tout ça. Et vous pouvez rire. Et je trouve ça formidable que de permettre au public de se rassembler autour d'un événement et de rire en fraternité. Et je trouve que plus on arrivera, plus la culture sera démocratisée, plus la culture sera, plus on mettra en place un accès facile à la culture, et meilleure la société se portera. Et même avec l'essor des streamings, tant musical que les plateformes de séries plus télé, et même où on retransmet des spectacles, des concerts, ça te fait pas peur? Tu crois toujours qu'il y a une place pour l'art du spectacle vivant qu'on va voir en vrai? Absolument. Ouais. Alors, absolument. Parce que, je veux dire, rire devant son écran, ça n'a pas le même sens que rire en public. Je veux dire, regarder un match de foot devant sa télé, ça n'a pas la même puissance, la même ferveur que regarder un match de foot avec 80 000 personnes autour de vous qui sont en train de crier, quoi. Eh bien, rire dans une salle de 1000 personnes et vivre ce moment-là, ce spectacle vivant, ça n'a pas du tout la même puissance, la même force que rire devant sa télévision ou devant son téléphone portable. Donc moi, je crois au live, et je pense qu'il est fondamental, et surtout, j'insiste là-dessus, je demande aux gens de se bouger, de sortir, d'aller voir des spectacles, d'aller au cinéma, d'aller voir des pièces de théâtre, d'aller voir des humoristes, d'aller voir des concerts, de sortir. C'est ce qui fait qu'on se sentira beaucoup mieux et que la société s'en sortira beaucoup mieux, à mon sens. Ouais. Hamid, on arrive à la fin de l'interview. J'ai encore quelques questions à te poser. Je voulais te demander, dans ce milieu artistique où ça se passe beaucoup dans les grandes villes, dont la capitale Paris, pourquoi toi tu restes ici? Alors, je reste à Besançon parce que d'abord j'ai ma famille qui est installée à Besançon et j'aime cette ville que je trouve très belle et j'ai écrit mon histoire professionnelle dans cette ville. Je ne sais pas ce que la vie je sais pas où la vie m'amènera, mais je crois au potentiel de cette ville, même s'il y a énormément de choses à faire, même s'il y a beaucoup de choses à changer. Je crois au potentiel de cette ville. Et je pense qu'il y a des belles choses à faire et je souhaite et j'aimerais être un peu cet ambassadeur qui permet aux Byzantines et aux Byzantins de venir sortir davantage. Voilà. Et sur les plusieurs centaines de producteurs-diffuseurs en France, seuls une poignée sont d'origine maghrébine. Toi, quand tu vois ce constat, de une, comment tu l'expliques? Et de deux, est-ce que ça t'attriste? Alors moi,
J'ai un problème avec le communautarisme. Je n'aime pas du tout le communautarisme. Je me bats tous les jours contre ça. Mais je suis totalement fier de mes origines. Je n'ai pas de problème à dire que je suis français, né en France et passionnément, enfin, fou amoureux de ce pays. Mais je suis aussi binational parce que je suis aussi d'origine algérienne et j'aime tout autant l'Algérie. Tout autant l'Algérie, même si je connais beaucoup moins l'Algérie que la France. Ouais. J'étais cet attache par rapport à mes parents. Ma famille vit en Algérie. Et je sais que qu'il n'est pas facile pour des Français d'origine étrangère, même si on est tous Français, encore une fois, de réussir dans certains métiers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, au-delà des origines, ça arrive aussi pour les classes sociales, pour les familles de prolétaires, Français de souche. Hein, je pense aussi beaucoup aux Français de souche qui vivent des difficultés dans les quartiers, dans les campagnes, et ainsi de suite. Ce qui est terrible, c'est le réseau. Quand vous n'avez pas le réseau, si vous voulez, vous avez du mal à vous en sortir. Il est beaucoup plus facile de s'en sortir quand on a un réseau, quand on est fils d'une bonne famille, français de souche ou pas, que quand on n'a pas de raison. Alors, quand on grandit dans un quartier, qu'on n'a pas de réseau, et qu'en plus de ça, on est d'origine étrangère, bah, quoi qu'on dise, hein, quoi qu'on vous dise, vous ne démarrez pas sur la même ligne de départ. Moi, ma vie, vous avez la ligne de départ, tous mes copains avec qui j'ai grandi, qui j'étais au collège et au lycée, en primaire, qui étaient sur cette ligne de départ, et moi j'étais 10 mètres derrière. Donc il faut courir beaucoup plus vite, et il faut y mettre beaucoup plus d'énergie. Et si vous avez cette force-là, cette énergie-là, bah, vous allez dépasser tout le monde. Oui, mais c'est vrai qu'on a l'impression, depuis que tu nous as raconté cette orientation que tu n'as pas forcément aimée, qu'il y avait une colère, une envie de prouver, en tout cas qui s'est développée en toi, qui t'a aidé aussi à gravir les échelons et à ne pas te laisser abattre. Est-ce qu'aujourd'hui, cette colère, elle s'est un peu atténuée? Oui, c'est totalement atténué, et je suis beaucoup dans la transmission. C'est-à-dire que quand j'ai un peu de temps, je vais aider dans les collèges de ZEP ou dans certaines écoles, je vais parler de mon parcours. Et encore une fois, je parle de mon parcours, non pas pour dire, regardez, j'ai entre guillemets réussi, vous devez réussir. Ça, je déteste ça. Je déteste aussi quand on me dit, venez monsieur, vous avez réussi, montrez à ces jeunes-là qu'ils peuvent réussir. J'aime pas ça. Je pense que chacun a son histoire à vivre. La seule chose que je peux leur dire, la seule chose à retenir, je pense, c'est n'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur et croyez en vous. Quoi qu'on vous dise, n'ayez pas peur. Quoi qu'on vous fasse, n'ayez pas peur. Et croyez en vous. Si vous retenez juste cette phrase, n'ayez pas peur, croyez en vous, vous arriverez, je pense, à tout. Absolument à tout. Écoutez, Hamida Sella, conclusion parfaite. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au Cénacle. On vous souhaite tout le bonheur et la réussite pour la suite de votre carrière. Merci à vous. Merci.